Jamais la NBA n'a compté autant de joueurs blessés. Mais surtout, jamais autant de stars n'ont été absentes en même temps. Aujourd'hui, on peut voir des matchs des Pacers sans Tyrese Haliburton, ou des matchs des Milwaukee sans Giannis Antetokounmpo. Et forcément, des matchs qui perdent énormément d'intérêt. Parce que moins de stars sur le terrain, c'est moins de divertissement, moins de spectacle, et donc moins de fans, ce qui veut dire moins d'argent. Et là, ça devient un vrai problème pour la NBA. La question est donc simple. Est-ce que la NBA est devenue trop dangereuse pour ses joueurs? Aujourd'hui, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi il y a autant de blessures, puis surtout, on va essayer de savoir comment la NBA pourrait y remédier. Bienvenue sur Basketball, le média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui, je me suis apprêté, j'ai mis un nouveau petit maillot, je suis fier de le porter. Laisse un petit like, abonne-toi, on est bientôt 2000 sur la chaîne, donc qu'est-ce que t'attends? Et on commence tout de suite. Mais alors pourquoi autant de joueurs se blessent? La première raison, elle est évidente. On joue beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on a atteint un rythme jamais vu dans l'histoire de la NBA. Plus de matchs, les matchs n'ont jamais été aussi serrés, il n'y a jamais eu autant de prolongations, mais surtout, beaucoup plus de possessions par match. Le jeu est plus rapide, les attaques sont plus courtes, les transitions plus violentes. Résultat, les joueurs courent plus, sautent plus, changent de direction en permanence, et forcément, le risque de blessure explose. Pour vous donner un exemple, le Heat de Miami, mon équipe de cœur, je suis obligé de la placer à chaque vidéo, mais là, pour le coup, c'est un très bon exemple. Cette équipe a tellement changé en une saison que c'est très simple pour nous de faire la comparaison avec ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. La saison dernière, le Heat jouait à peu près 95 possessions par match. Et cette saison, tenez-vous bien, elle en joue 105, soit 10 possessions de plus que l'an dernier. C'est énorme. Donc pour comprendre cette statistique, il faut vous dire que la même équipe joue 48 minutes comme l'an dernier, mais prend 10 possessions de plus que l'an dernier, avec les mêmes minutes. Imaginez-vous, en une minute, vous faites 50 sauts de corde à sauter. En une minute. Et maintenant, je vous dis qu'il faudrait que vous en fassiez 60. Forcément, le rythme va s'accélérer. Vous allez en faire plus à la minute. Vous en faisiez 50, maintenant vous en faites 60. Vous allez devoir aller plus vite. Et ben là, en NBA, c'est pareil. Au lieu de jouer 95 possessions, ils en jouent 105. Donc 10 de plus. Vous imaginez comment chaque possession va beaucoup plus vite? Donc forcément, qui dit plus de possession, dit plus de risque de blessure. Eh ouais, si vous sortez 5 fois dans la semaine en voiture, vous avez 5 chances de faire un accident. Mais si vous sortez 10, bah là, vous avez 10 chances de faire un accident. C'est exactement pareil. J'espère que vous n'allez pas faire d'accident. J'en ai fait il y a pas longtemps, franchement, il m'est arrivé des bricoles. Aujourd'hui, on a une saison NBA qui ne s'arrête plus vraiment. Avant, la saison NBA, c'était simple. 82 matchs, le All-Star Game et les playoffs. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on a la NBA Cup. C'est le nouveau tournoi de la NBA en vogue. En gros, c'est un tournoi qui se joue pendant la saison, donc qui se joue sur des matchs de saison régulière. Et ensuite, on a les quarts de finale, demi-finale et finale qui se jouent à Las Vegas. Enfin, les quarts de finale se jouent à domicile, mais les demi-finales et les finales se jouent à Las Vegas. Et comme on a pu le voir cette année, le niveau n'a jamais été aussi élevé. On a pu le voir avec Wemby et les Spurs, OKC, on a pu voir les Knicks qui jouaient contre les Spurs en finale, qui ont tout donné, mais ça forcément, ça laisse des séquelles au corps. Et comme on a vu que cette saison, ça a été très disputé, et qu'il y a eu une super hype autour de ça, forcément, les joueurs de la saison prochaine vont vouloir la gagner. Donc, vont devoir s'investir encore plus, donc risquer de les blesser encore plus. Surtout qu'il y a 500 000 balles à la clé, je pense surtout que c'est pour ça, c'est pas vraiment pour le titre... Comme ils l'ont dit, les joueurs des Knicks, ils étaient vraiment très contents. Et Jalen Brunson, d'ailleurs, il a fait une super déclaration à propos de ça. Il a dit que lui, en soi, il gagnait déjà énormément d'argent, donc il n'en avait pas forcément besoin et qu'il allait sûrement le redistribuer à des associations, lui, Karl Anthony Towns, etc. Mais pour des joueurs comme Gershon, des joueurs comme Tyler Kolek, Mohamed Jawara, d'ailleurs, qui était très content de l'avoir reçu, bah ça fait une très bonne prime quand même. Donc forcément, on se donne à fond et on a envie de la gagner, au risque de se blesser encore une fois. On a aussi beaucoup plus de joueurs sollicités l'été avec leur sélection nationale. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est fiers de nos couleurs. On veut représenter nos pays, donc les joueurs forcément ils essayent de se donner à fond avec leur sélection l'été. Il y a de plus en plus de compétitions, ça devient même presque obligatoire. Là par exemple on l'a ressenti avec Wemby qui avait pas fait l'Euro. Là c'était une question de blessure, mais par exemple on a vu pour Moussa Diabaté qui avait été pris une première fois et qui ensuite avait refusé de revenir parce qu'il avait été écarté du groupe. Les gens ont dit que c'était un traître, qu'il méritait pas de porter ce maillot. La pression est monstre, donc forcément on n'a pas envie de décevoir sa patrie, donc on va prendre sur notre temps de récupération l'été pour aller jouer avec l'équipe de France, le Canada, etc. Bah en fait tout ça laisse des séquelles au corps. Et maintenant, plus que jamais, avant, les joueurs européens, dès qu'ils avaient l'occasion de jouer en NBA, bah, l'équipe de France, tout ça, ça passait après, en fait. C'est à partir de Tony Parker, Nico Batum que ça a commencé à être un peu à la mode. Les compétitions européennes et internationales sont de plus en plus en vogue, mais forcément, tu joues plus, tu risques de te blesser plus. Et en ce moment, on a souvent le NBA Paris Game, des déplacements qui sont beaucoup plus récurrents, des déplacements beaucoup plus loin, donc des décalages horaires qui sont pas faciles à gérer, en fait. Et ça joue énormément sur le physique et le moral des joueurs. Bah oui, imaginez-vous, quand vous rentrez de vacances, vous êtes claqué, vous retournez au travail, vous êtes comme ça.
Bah imaginez les joueurs NBA, c'est tous les 2 jours comme ça. C'est une routine hyper difficile à assumer, surtout quand on pousse son corps jusqu'à la limite. Ces mecs-là, sur le terrain, ils se donnent quand même à fond. Pousser son corps jusqu'à la limite sans pouvoir se reposer, je vous invite à aller le faire, vous allez voir ce que ça donne. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est hyper dur. Moi, déjà, quand je rentre du sport, je suis KO, j'arrive pas à bouger, j'ai la flemme de me doucher. Donc, le corps n'a plus le temps de se reposer. L'esprit, lui, encore moins. Et penser que les joueurs sont des machines, c'est la première erreur de la NBA. Aujourd'hui, un joueur n'est plus seulement un joueur. On lui demande d'être une star médiatique, une marque, un leader sur le terrain et en dehors. On lui demande d'avoir un avis politique, parfois même d'être un porte-parole. Par exemple, ça me fait penser, Jalen Brunson, il a reçu des votes pour être le maire de New York, là, il y a pas longtemps. Bon, certes, c'était des votes qui ne servaient à rien, qui n'avaient aucune valeur, mais ça prouve qu'on essaye de faire de ces joueurs beaucoup plus qu'ils ne le sont déjà. Et tout ça, ça joue aussi mentalement, en fait. Et un mental fatigué, c'est un corps qui lâche plus vite. Ou au moins, qui ne pourra pas être au top de ses performances. On prend tout simplement le cas de Wemby, qui sortait d'une masterclass face à OKC, en demi-finale de NBA Cup, justement. Il a perdu sa grand-mère juste après, paix à son âme, et le match qu'il a pondu après, c'était très mauvais. Ses pourcentages au tir n'étaient pas bons, ses choix n'étaient pas bons, et il s'est justifié après en expliquant qu'il avait perdu sa grand-mère le matin. Gros respect à lui, il a quand même décidé de jouer le match parce que c'était un match important pour son équipe, mais en fait, sur le terrain, c'était pas ça du tout. Parce que moralement, il était pas là. Alors imaginez ce qu'un joueur peut devenir lorsqu'il est à bout après avoir enchaîné plusieurs voyages et plusieurs matchs auxquels on a demandé d'être irréprochable, sur le terrain ou en conférence de presse, et sur un simple mouvement, crac, tout peut lâcher. C'est ce qu'on a pu voir l'an dernier avec Tyrese Haliburton par exemple. Toute la pression de son équipe était sur ses épaules, tout ce qui s'était passé avec les trucs d'overrated, le mec on disait qu'il était surcoté, il avait voulu prouver au monde entier, et franchement il a un mental d'acier ce mec, parce que pouvoir rebondir après ce qui s'est passé, c'est pas donné à tout le monde. Il était sur le toit du monde le mec, après tout ce qu'on lui avait dit, tout ce qu'on lui avait reproché, il avait envie de prouver à tout le monde qu'il méritait sa place de titulaire dans une équipe compétitive, et à cause de ça, ça a lâché. Il avait tellement de pression qu'il s'est fait le tendon d'Achille. Et à contrario, on peut voir que des mecs qui sont mis dans des bonnes conditions, bien en place, peuvent cartonner et devenir des réelles stars. Je pense notamment à Jeremy Lin sur une période, ou là notamment à Shai Gilgeous-Alexander qui a vu tout son potentiel exploser à OKC. Mais en fait, c'était pas le cas il y a quelques années quand il était aux Clippers. C'était vraiment pas parti pour être une superstar. Et du moins, l'équipe n'avait pas prévu ça pour lui. Alors c'est bien beau de constater tous ces problèmes, mais nous sommes des hommes dotés de science et de bon sens. Alors nous allons essayer de trouver des solutions pour venir en aide à la NBA et régler tous ces problèmes. Alors, la première option qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le load management. Alors, le load management, est-ce une réelle solution ou un simple effet placebo qui va juste retarder l'inévitable? Certains coachs NBA ont très vite compris que leurs joueurs ne pouvaient pas arriver en playoff et être esquintés. Ils ont donc décidé de les mettre au repos. C'est notamment Greg Popovich qui a popularisé ce mouvement, de laisser ses stars au repos pour faire en sorte qu'ils soient frais le jour des playoffs. Mais ce concept divise énormément. Déjà, c'est une bonne chose pour les joueurs, à qui ça permet de souffler un petit peu, comme je vous l'ai dit, avant les playoffs ou avant des matchs importants. Mais pour ceux qui sont dans des courses au trophée comme le MVP ou le défenseur de l'année, c'est un peu contradictoire. Et je vous explique tout de suite pourquoi. La NBA a senti que les franchises mettaient très souvent les joueurs au repos et ça va pas dans leur intérêt. Parce que des mecs comme Greg Popovich, par exemple, pouvaient mettre un Tony Parker ou un Tim Duncan au repos alors qu'il y avait des matchs super importants diffusés à la télé. Donc, ça perdait de son intérêt et la NBA perdait de l'oseille. Alors, elle a élaboré une règle très simple depuis l'année 2023, il me semble. Un joueur qui veut prétendre à un trophée individuel doit jouer au moins 65 matchs dans la saison. Et le problème, c'est que Victor s'est blessé en début de saison. Et s'il veut être éligible, là, il doit rater au grand maximum 2-3 matchs. Ça veut dire qu'en fait, là, il doit enchaîner à peu près 50 matchs d'affilée, ce qui est pratiquement impossible au vu de l'impact que Victor doit mettre quand il est sur le terrain. Victor Wembanyama pourrait donc passer à côté de 2 trophées individuels cette année à cause de ses blessures, et c'était déjà le cas l'an dernier, donc ça ferait 2 ans de suite où il pourrait rater le trophée de défenseur de l'année. Et ça, franchement, c'est très compliqué. Surtout quand on imagine à quel point il y a des bêtes dans la ligue. Je pense notamment à Jokic qui, lui aussi, va peut-être rater le coche et donc ne pas pouvoir être éligible à ces trophées. À Shai Gilgeous-Alexander qui est une régularité incroyable. À Luka Doncic qui est stratosphérique, qui met 40 points tous les matchs. On dirait qu'il a des records battus match après match. Donc déjà, vous devez jouer 65 matchs et sur ces 65 matchs, vous devez être surperformant. Après, cette règle des 65 matchs va plutôt dans le sens des fans. Imaginez-vous une fois dans votre vie aller à Houston pour pouvoir regarder votre idole jouer. Kevin Durant, c'est votre joueur préféré, vous avez toujours voulu le voir en action. Vous prenez un ticket, vous allez au stade et comme par hasard ce jour-là, Kevin Durant est laissé au repos. Vous imaginez comment vous allez avoir les boules. En plus, vous n'avez pas trop d'argent, donc vous avez pris un match contre les Nets de Brooklyn.
ça coûtait pas trop cher, vous étiez content, et au final, vous vous retrouvez avec un match sans grand intérêt. Déjà, le match, il va être nul, et en plus, vous allez pas voir votre idole. Et surtout que vous pouvez pas le savoir avant, parce que ils ont jusqu'au jour même pour dire que le joueur va être au repos. Ça, c'est un argument qui va vraiment dans le sens de Michael Jordan, qui lui est très critique face au load management. Pour lui, un joueur professionnel doit jouer tous ses matchs à fond. Il dit qu'ils sont payés des millions pour faire ça, et qu'ils doivent respecter et leur franchise, et leurs fans. Dans le fond, il a pas tort, mais il faut être honnête. À son époque, c'était possible. Le jeu était plus lent, moins physique, et les exigences étaient totalement différentes. Tout de suite, il y en a beaucoup qui vont crier au scandale. Comment ça, le jeu était beaucoup moins physique? Et qu'est-ce que tu fais de mecs comme Karl Malone, Hakeem Olajuwon, etc. Détendez-vous les boomers. Ces joueurs-là, ok, ils étaient très physiques. Mais je me demande comment ils auraient fait pour défendre sur des mecs comme Giannis Antetokounmpo, par exemple, qui sont des super menaces, des mecs super physiques et super rapides, parce que oui, avant ils étaient physiques, mais c'était pas forcément rapide. Aujourd'hui, ils sont et physiques et rapides. Mais bon, aujourd'hui, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour débattre de est-ce qu'avant c'était mieux ou pas. Je déteste ces débats à la con, de toute façon. Mais pour rester dans les statistiques, avant, ces mecs-là qui déchiraient en défense, bah, ils jouaient 80 possessions par match maximum. Aujourd'hui, on en joue 115. Soit 20 ou 30 possessions de plus par match. Imaginez des mecs qui défendent bien sur 70 possessions, bah, sur 115, ça va pas être pareil. Surtout qu'aujourd'hui, chaque joueur, c'est aller au dunk et tirer à 3 points. Donc, vous imaginez, vous, un défenseur qui devrait bien défendre dans la raquette, aller à 3 points. Non, ce serait pas possible. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, puisque c'est un sujet super intéressant, la défense. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et on en fera une grande vidéo. Mais pour en revenir à notre sujet, aujourd'hui, le basket, il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus explosif et beaucoup plus exigeant physiquement. Et si Michael Jordan jouait à cette époque, bah, il aurait peut-être tenu le même discours, mais il aurait pas eu les mêmes jambes. Ce qu'on demande aux joueurs aujourd'hui, c'est surhumain. Alors, on peut les payer autant qu'on veut, peut-être même plus cher que les joueurs avant. Enfin, clairement plus cher qu'avant, mais ça leur donnera pas forcément des super pouvoirs. Par contre, l'hygiène de vie, elle, a réellement changé. Avant, les joueurs mangeaient ce qu'ils voulaient, buvaient des bières, fumaient des cigares, allaient en soirée, il y avait aucun problème avec ça. Vous vous rappelez tous du flu game de Michael Jordan, où il avait été manger une pizza pepperoni la veille. Apparemment, bon, tout le monde dit que c'est un complot, mais ça, je suis pas dedans. Et donc, en fait, voilà, ça prouve que voilà, les mecs, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, c'était pas encadré. Aujourd'hui, ça serait jamais arrivé. Chez Gilgeous-Alexander, il a des régimes bien particuliers. Chaque équipe fait attention à ce que ses joueurs mangent, ils sont nourris par le staff, et même, je vous parle de ça, mais je peux aussi vous parler des prépas physiques. L'été avant, Larry Bird notamment en a parlé, avant c'était un mois avant la reprise, t'allais faire des footings, tu tapais dans les sacs de frappe, c'était les entraînements à la Rocky, quoi. Aujourd'hui, c'est plus des entraînements à la Creed, vraiment bien encadrés dans des salles, pour travailler un muscle particulier avec des machines, ça n'a plus rien à voir. Surtout qu'aujourd'hui, un joueur qui est mal préparé, qui arrive en surpoids, qui sort en boîte, bah c'est très mal vu. Et je vais m'éloigner un petit peu du basket, mais par exemple, on se rappelle tous de l'affaire de Mbappé à Stockholm. Il avait été croisé avec une fille en sortant d'un hôtel, etc. Bah, ça a mis des années, ça a fait le tour de la planète et ça a mis des années avant que les gens oublient ça et lui pardonnent ça. Et aujourd'hui, le professionnalisme a certes augmenté, mais la pression avec. Alors, comment réduire le taux de blessure et continuer à voir nos joueurs surperformer? Plusieurs pistes existent. On pourrait réduire le temps des matchs et passer à un format FIBA de 4 fois 10 minutes. En Europe, les joueurs se blessent nettement moins. Et pour cause, un match de 48 minutes et un match de 40 minutes, bah, c'est pas pareil du tout. Il y a 8 minutes de moins. Et 8 minutes dans un match, je peux vous dire que vous les ressentez. On pourrait réduire les déplacements et limiter les rencontres entre les équipes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des équipes qui se rencontrent 4 ou 5 fois dans l'année, avant même les playoffs. Bah, en fait, ça perd de sa valeur. On sait qu'OKC et les Spurs se sont rencontrés 3 fois en une semaine. En fait, on se dit, on va en regarder un. Allez, on va en regarder 2, mais le troisième, on le regarde pas. On les a déjà vus. Au pire, on attendra les playoffs. Donc, chaque match perd de son importance, donc forcément il y a peut-être moins de gens qui regardent, la NBA ne gagne pas forcément plus d'argent, et au final, bah, tout le monde est perdant. Donc on pourrait réduire le nombre de matchs dans la saison, les faire s'affronter qu'une seule fois, donc un seul déplacement, ou peut-être un aller-retour, mais pas non plus 4 matchs. Et troisième et dernière idée, on pourrait peut-être étendre la saison. On sait que les équipes NBA jouent en moyenne tous les 2 jours. Alors c'est très dur à suivre, il y a au moins 15 matchs par soir, c'est un format très dense. Alors pourquoi une équipe ne jouerait peut-être pas une fois par semaine? Donc forcément, ça coûterait plus cher en termes de communication pour la NBA, mais au final, elles y gagneraient à avoir des matchs plus souvent dans l'année. Et si une équipe joue tous les 2 jours, à quel moment les joueurs voient leur famille? À quel moment ils se reposent? Donc forcément, comme je vous ai dit, on voit pas sa famille, mentalement ça va pas, et au final, bah, on n'est pas bon sur le terrain, on se blesse. En tout cas, on sait que la NBA a su exploiter son potentiel, et que aucune ligue dans le monde, que ce soit dans n'importe quel sport, a réussi à créer un engouement autour de son sport comme l'a fait la NBA. On peut pas leur retirer ça, mais là, je pense qu'ils poussent le bouchon un peu trop loin. Donc soit elle continue à pousser ses joueurs toujours plus loin au risque de tous les perdre, ou elle prend sur elle et elle réduit un peu le temps des matchs, elle espace un peu plus les matchs, et elle protège ceux qui font vivre la ligue. En tout cas, c'était Yas. Bonne soirée, on se retrouve à bientôt. Abonne-toi, like.
Bon, l'équipe, je suis désolé, la caméra l'a coupé. Je voulais juste vous dire au revoir. À bientôt. Abonnez-vous. On est bientôt 2000. Peut-être qu'on les laissera quand la vidéo va sortir, je sais pas. En tout cas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et le meilleur reste à venir. 2026, on va tout arracher. Ah!